sondage ou enquête pour avoir une idée sur le nombre de ressortissants subsahariens qui sont aujourd'hui au Maroc dans le secteur informel. Ok. Alors, tout d'abord, je vous souhaite tous le bienvenu au nom de notre association. S'il vous plaît, Monsieur Eliman, Oui, il faut demander aux autres d'éteindre le micro. oui. Si les autres Qu'il participants, n'y ait pas de si vous dérangement. pouvez mettre votre micro muet, si vous pouvez désactiver votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, Monsieur Diakhaté, Monsieur Ndoye, voilà. Je pense que c'est bon. Allez-y, Madame Zakia. Alors, j'ai dit, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre association qui est, à vrai dire, une coalition de 22 associations et qui a comme mission de mener le plaidoyer sur 3 volets différents. Le volet de suivi des politiques publiques, le volet des changements climatiques et bien sûr le volet de la migration et d'asile dont je suis la coordinatrice. Okay. Bon, pour le sujet et le thème de ce 3e forum régional de migration et d'asile, le sujet n'est pas, notre choix du sujet n'était pas un fait du hasard, mais nous avons vu au sein de notre association Takatoul que le sujet est un sujet d'actualité. Et nous avons décidé de mettre les lumières sur ce fléau qui est le secteur informel, surtout en relation avec les migrants, dans le but de mener un plaidoyer pour ce sujet et pour ce fléau. Et nous comptons, après avoir terminé cette conférence, avoir des recommandations solides. Madame Zakia, nous vous entendons plus. Est-ce que vous pouvez activer votre son? Oui. Et du gouvernement. Pour le nombre des migrants qui travaillent dans le secteur informel, on n'a pas vraiment des statistiques exactes au niveau de Takatoul parce qu'on est en train de nous préparer pour mener une recherche là-dessus. C'est pour ça qu'on a ouvert ce travail par ce 3e forum pour commencer le travail sur le secteur informel. Et nous comptons mener beaucoup de recherches là-dessus pourvu que ça aboutisse à avoir ou bien à dresser une stratégie qui aura des solutions pour les sortes de problèmes dans lesquels les migrants ou même les Marocains sont victimes. Voilà pour maintenant. Je laisse la parole aux autres et on va. Ok, d'accord. Donc nous avons compris que d'après votre exposé, nous comprenons qu'aujourd'hui au niveau de Takatoul associatif, vous n'avez pas encore fait une étude pour avoir une idée sur le nombre de subsahariens qui sont dans l'informel aujourd'hui. C'est ça, c'est bien ça. Voilà. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous prévoyez de faire ça, de faire des études? Parce qu'aujourd'hui, avant de déployer des stratégies, il faut connaître aussi le nombre de personnes concernées. Oui, l'étude, elle est en cours. On a commencé, l'étude, elle est en cours, mais on n'a pas encore les résultats exacts, donc on ne peut pas prévoir exactement. Absolument. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que le nombre des migrants travaillant dans le secteur informel est très élevé. Si absolument, oui, tout à fait. Par exemple, un pourcentage, ça va être au-dessus de 50%, ça c'est sûr. Mais un nombre exact, on ne l'a pas encore. Absolument. Donc, nous sommes impatients de découvrir les résultats de votre étude parce que c'est important aujourd'hui de connaître le nombre de subsahariens aujourd'hui qui sont dans l'informel. Donc, je me tourne vers Youssou. Youssou Mbaye nous a rejoint. Donc, comme je l'ai rappelé tantôt, Youssou Mbaye est le point focal migration au niveau de l'association pour la lutte contre le sida. Il travaille également avec l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Youssou, si vous pouvez juste activer votre micro. D'abord. Bonsoir Youssou. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes aussi. Ok, d'accord. Donc, je vais poser la même question que j'ai posée à Madame Zakia. Aujourd'hui, avant de déployer des stratégies, il faut connaître le nombre de travailleurs subsahariens qui sont dans l'informel.
est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des instances dans lesquelles vous travaillez, au niveau aussi bien au niveau de la LCS, mais également de l'UNHCR, est-ce que vous avez fait des études pour connaître aujourd'hui le nombre de travailleurs subsahariens qui sont dans l'informel? Bon, bonsoir. Merci d'avoir posé cette question et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette thématique qui défraie la chronique, surtout après Covid. Donc, bon, sincèrement, il serait très difficile de quantifier le nombre de travailleurs migrants dans le secteur informel. Mais si on voulait s'aventurer à donner des statistiques ou, je ne sais pas, un pourcentage assez plausible des travailleurs migrants de l'informel, on allait dire qu'ils représentent près de 90%. Je parle de Tanger, spécifiquement de Tanger. Okay. Oui, près de 90%. Ça reste à prouver par les études. Parce que comme Zakia l'a si bien mentionné, nous sommes en train... Moi également, je fais partie de Takatoul. Zakia, je fais partie de Takatoul également. On est en train de mener des études, on est en train de mener des activités dans ce sens-là. Parce que je pense que pour mieux répondre à un besoin, il faut d'abord faire une étude du terrain, savoir réellement la représentativité de cette population au sein de la population générale. Je parle spécifiquement de Tanger. Donc, je pense que je dirais près de 90% des migrants ici s'activent dans l'informel. Ça donne à des activités informelles. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc, voilà. 90% selon Youssou, qui travaille avec Takatoul associatif. Donc, oui, je travaille également avec Takatoul. Voilà, donc je pense que l'étude qui est en cours et qui est réalisée par Takatoul nous donnera peut-être une vision globale sur ces... Oui, parce que cette étude, il faut le mentionner. Cette étude-là, on est en train, je pense qu'il y a de cela près d'une année, près d'une année, ou je ne sais pas, en tout cas près d'une année qu'on est en train de mener cette étude. Oui. Parce que nous aussi, on travaillait sur l'insertion socio-économique. Et là, on voulait essayer d'avoir beaucoup plus de visibilité sur un peu la cartographie donc, du secteur informel, sur la radioscopie plus précisément. Et je pense qu'on n'a pas encore conclu cette étude, mais à peu près, comme je l'ai dit, près de 90% des migrants sont du secteur informel. Voilà. Okay, maintenant, reste à prouver, je pense qu'on fera dans ce sens-là. Voilà, un draft. Youssou, est-ce que cette étude concerne uniquement la région de Tanger ou bien ça concerne tout le Maroc? Non, je parle de la région de Tanger, Tétouan, Al-Khossema. Ok. Voilà. Moi, je n'ai pas de visibilité. Je n'ai pas de visibilité dans les autres régions, malheureusement. Absolument. Donc, même par rapport du moment que le forum, c'est un forum régional, on s'intéresse on s'intéresse à la région Tanger, Tétouan, Al-Khossema. Donc, je me tourne vers Madame Awa Touré. Aujourd'hui, Youssou, si vous pouvez juste désactiver votre micro. Donc, Madame Touré, on a constaté qu'actuellement, il n'y a pas une étude par rapport à ça, l'étude en cours pour la région de Tanger. Mais ce qu'on a constaté globalement au niveau du Maroc en général, c'est qu'on a constaté une féminisation de l'informel. On a constaté la présence de beaucoup de femmes au niveau du travail informel. Vous, en tant qu'actrice associative, notamment au niveau de Casablanca, mais également peut-être dans les autres régions du Maroc, est-ce que vous avez constaté cette féminisation, entre guillemets, du secteur informel? Tout à fait. Tout d'abord, je suis vraiment contente de participer à ce forum, déjà qui nous concerne tous. Alors, voilà, donc le volet, en fait, c'est-à-dire concernant le secteur informel,
représente un taux vraiment important ici au Maroc pour les migrants, on va dire. Maintenant, donc, comme Youssoumbaï l'a dit, le taux est vraiment, vraiment élevé. Par exemple, les personnes qui viennent ici, je veux dire les subsahariens, les migrants, on va dire dans le cadre général, c'est des personnes, comment le dire en fait, qui sont dans l'informel. Oui. On est bien d'accord. Alors, ça peut aller jusqu'à 90%, comme l'a dit Youssoumbaï. Okay. Maintenant, si on considère aujourd'hui le secteur informel en Afrique qui représente à peu près plus de 80%, on va dire, de l'emploi sans agricole. Ici au Maroc, d'après les recherches effectuées, donc ils sont à peu près dans les 37%. Donc, si on qualifie maintenant les migrants, je pense qu'on serait dans les 10% ou bien moins. On est d'accord. Maintenant, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, donc, pourquoi en fait ce taux important? Comme l'a expliqué la dame tout à l'heure, moi je pense qu'en fait il y a un problème d'insertion. Il y a un problème d'accompagnement. Donc, ces personnes sont venues chercher des revenus. Alors, à ce niveau-là, s'ils ont vraiment une qualification ou bien les moyens qui leur permettent bien sûr d'intégrer ou bien, voilà, donc dans un secteur vraiment, on va dire formel, à ce niveau-là, donc c'est des personnes qui exploitent leur qualification de leur pays d'origine pour venir les exercer ici au Maroc. On y reviendra. Donc c'est ce qui représente aujourd'hui ce taux-là. On reviendra sur la formalisation. Mais aujourd'hui, notamment, est-ce que vous avez constaté la présence massive de femmes aujourd'hui dans l'informel? Mais oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi, je vois que le taux des migrants, ici, on parle de manière générale, on peut qualifier que les 25% sont des femmes. C'est vrai que c'est un taux un peu minime par rapport, par exemple, aux hommes, mais quand même, ça peut se justifier tout simplement sur la réalité, sur les réalités, bien sûr, du pays d'origine, tout à fait en Afrique, on va dire, par rapport à la mentalité, la liberté de déplacement des hommes. Voilà, qui n'est pas du tout évident également pour les femmes. Donc, d'après les statistiques que j'ai eues, en fait, les 25% des migrants, des femmes migrantes, on va dire, sont à peu près à 25%. OK. Les femmes représentent 25% des travailleurs migrants, oui, notamment dans l'informel, hein? Et les on va dire les 75% des hommes, oui, tout à fait. OK, d'accord. Donc ça c'est pas rien. Donc on constate qu'aujourd'hui. Eliman, j'avais juste une question. Oui, est-ce que c'est au niveau du Maroc ou bien au niveau de Casablanca? De Casablanca, oui, c'est important. Au niveau du Maroc, parce que les réalités socio-démographiques ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Ok, je vous écoute. Parce qu'on est toujours dans le cadre du Youssoumbaï, du secteur informel. Et puis, après, je me demandais, est-ce que les statistiques que vous avez avancées, est-ce que ça concerne uniquement Casablanca ou bien est-ce que ça concerne tout le Maroc? Non, je pense que c'est ça la question russe. Oui, les statistiques, en fait, en termes de pourcentage, ça concerne le Maroc, en fait. Ok, d'accord. Donc, Madame Touré dit que 25%, ça concerne le Maroc au niveau de l'informel, 25% sur 115. Est-ce que c'est pas peu, Madame Touré? Alors là, on confond parce que là, que des femmes commerçantes. On confond la chose parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, en premier lieu, j'ai parlé du système du secteur informel. Oui. Je disais qu'ici au Maroc, le taux actuellement est à 37%. Donc voilà, au Maroc, je parle de manière générale. Maintenant, en tant que migrant, par exemple, si on estime le taux des migrants ici au Maroc, on peut l'estimer à moins de 10%. On n'a pas du tout exactement les statistiques exact pour pouvoir avancer sur le taux exact. Mais d'après les informations que j'ai reçues, le taux de migration aujourd'hui au Maroc est à peu près à moins de 10%. Voilà, juste pour rappeler les statistiques. Donc, d'après une étude du Haut Commissariat au Plan, en fait, juste pour rappeler des statistiques, d'après une étude du Haut Commissariat au Plan qui a été publiée en 2017, donc le Haut Commissariat au Plan, c'est l'agence ou l'organisme qui fait des statistiques je connais. au niveau national. Donc, il y a 101 200 migrants au Maroc. Et sur ça, les 26 283 sont dans le secteur formel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui,
les 80 000 et quelques sont dans le secteur informel. Donc aujourd'hui, ça représente beaucoup aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quasiment, le secteur informel représente quasiment 80% des travailleurs subsahariens. Donc je pense que c'est ce que Youssou voulait rajouter, n'est-ce pas? Youssou est là. Je parlais, parce que là, on parle de statistiques. Statistiques, quand on parle de statistiques, plus que la taille de la population est importante, Oui. plus les résultats sont plus fiables. Il y a des études qui ont été menées. Youssou, on ne t'entend pas bien. Par Est-ce que vous pouvez régler votre micro comme ça, on vous entend bien? Ok, vous m'entendez maintenant? Allez-y, c'est bon, allez-y. Je dis, puisqu'on parle de statistiques, en statistique, puisque plus la taille de la population est importante, plus les résultats deviennent plus fiables. Je ne sais pas si vous me comprenez. Absolument, Maintenant, on comprend, oui. Voilà. Maintenant, parfois, si l'échantillon n'est pas très représentatif, on risque d'avoir des résultats biaisés. C'est ce qui arrive en général, même que ce soit au niveau des ONG, même que ce soit au niveau des institutions. Tu vois un peu? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, comme vous venez, 80%, c'est assez significatif, c'est moins de 90%, mais si on essaie d'établir disons, une étude empirique, une étude empirique, tu vois, de la représentativité des travailleurs du secteur informel, je pense que dans chaque région ou dans chaque ville du royaume, on aurait trouvé minimum 80%. Absolument. Même au niveau local, il n'y a pas encore exhaustive sur les travailleurs marocains jusqu'à présent. Excusez-moi, mais Youssoumbe, moi je voulais savoir que les résultats annoncés concernent par exemple, c'est-à-dire tout le Maroc, on va dire, parce que nous on est en train de parler des migrants, certes, mais tout à l'heure, moi je donnais le taux global, c'est-à-dire que ici, le Maroc, en fait, quand on estime le taux du secteur informel, donc eux, ils sont à 37%. Donc nous, en termes de migrants, voilà, donc si on doit tout simplement estimer, c'est-à-dire, voilà, notre présence, voilà, la présence en fait du secteur informel. Donc moi, en fait, c'est ce que je disais, c'était à moins de 10% sur le taux global ici au Maroc. Ok, donc je pense qu'on se comprend. En fait, aujourd'hui, en fait, Evo, je ne te contredis pas, Evo. Donc je disais que l'absence. Ndoye, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? D'accord. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, en fait, je disais qu'aujourd'hui, l'absence d'une étude exhaustive fait qu'aujourd'hui, on n'a pas une ligne globale, mais effectivement, avec l'observation, avec l'expérience sur le terrain, sur le nombre, notamment au niveau des femmes. Madame Touré l'a constaté elle-même, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, il y a pas mal de femmes au niveau du secteur informel, de braves dames qui ne demandent qu'à être accompagnées pour réussir leur business. Maintenant, j'interroge M. Cheikh Sidi Lamine Diakhaté. Donc, M. Diakhaté qui est à Laayoune. Donc, M. Diakhaté, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée par rapport aux travailleurs migrants au niveau de Laayoune notamment? Est-ce que vous, notamment au niveau des femmes, est-ce que vous avez constaté également la présence massive, disons, de femmes au niveau du secteur informel à Laayoune? Alors, Elimane, bonsoir. Bonsoir, chers panélistes. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous, pour moi également, pour participer à ce grand panel de la régionale de Tanger. Je salue aussi également mon ami Youssou
également Modou, peut-être je vais un peu perdre du temps, mais quand même ce sont des amis que je devrais leur féliciter. Aussi Madame Touré, je pense, et tant d'autres Ndoye que je ne connais pas, mais quand même, à travers ce panel, quand même, peut-être j'aurai, je pense que le plaisir de pouvoir visiter Tétouan, alors pour une première fois. Mais je salue aussi Eliman en tant que frère et parent rufisquois. Aussi également Zakaria, ou voilà. Alors, Zakia, donc, Madame Zakia Eliman, vous savez que Zakia, Madame Zakia, et le monsieur là qui a ouvert tout à l'heure le débat. Monsieur voilà, Kandoussi. Monsieur Kandoussi. Donc, je salue tout le monde, chers panélistes. Alors, parlons aussi également du secteur informel, surtout au niveau du Sahara marocain. Alors, vous savez que, alors, il y a un peu, d'ici en temps, vers les années 2015, je veux dire, alors, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de migrants ici vivant dans le Sahara marocain. Mais présentement, là où nous sommes, alors, vous savez que, par exemple, tous les migrants, je pense une majorité, alors, ils se sont repliés vers le sud du Maroc. Alors, vous savez qu'actuellement, c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment un taux je ne sais pas comment dire, démographique de migrants ici dans le sud, que ça dépasse même, très élevé, que ça dépasse même les autorités locales. Okay. Alors, donc, j'ai eu la chance quand même, alors, de pouvoir recenser certains migrants. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que on a ici, par exemple, au niveau de la région de l'Aïoun, un peu plus de 4 000 subsahariens qui vivent ici dans ce secteur. Alors, 4 000 subsahariens à l'Aïoun. Plus de 4 000. Plus de 4 000 subsahariens. Là, c'est un chiffre. Effectivement. Exactement, plus de 4 000. Alors, vous savez comment j'ai pu trouver ce chiffre? Parce que durant le confinement total, les autorités locales m'avaient donné l'opportunité de pouvoir alors donner des permis de circulation pour les subsahariens alors qui se trouvent au niveau de la région. Alors, donc, vous savez que, par exemple, il y a certains foyers. Alors, je n'avais pas le droit, par exemple, dans chaque foyer, alors je n'ai pas le droit de donner au-delà de deux personnes. Mais finalement, j'ai réussi quand même à pouvoir identifier le nombre de migrants dans chaque foyer. Alors, s'ils viennent, alors, la première question que je devrais poser, c'est tout d'abord, vous êtes combien dans votre foyer? Alors, Monsieur Ndoye, coupez votre micro. Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Ndoye, parce qu'on entend le bruit. Monsieur Ndoye et Madame, ouais, c'est bon. Oui, allez-y, Monsieur Diakhaté. Alors, souvent, on parle de 15 jusqu'à 20 migrants qui vivent dans un même foyer. Or, je devrais donner 2 personnes alors pour le permis de circulation. Ça m'a permis aussi de comprendre alors le nombre de migrants qui vivent ici dans la région. Mais aussi ici également, il y a d'autres migrants qui venaient me solliciter pour des aides alimentaires. Vous savez que aussi, la pandémie, les premiers impactés, c'était le secteur informel. Tout à fait. Mais je vous dis, Eliman, c'était très triste, je vous dis. Oui, j'imagine. Très triste. Voilà, je me suis battu corps et âme pour que le secteur informel-là alors soit vraiment être dans de très bonnes conditions. C'était très difficile tout au début. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez que depuis alors que l'État marocain a décrété l'état d'urgence sanitaire, dès le 1er avril, je commence à sentir que le secteur informel commence à vraiment avoir de sérieux problèmes. Alors, c'est ce qui m'a fait quand même de pouvoir visiter un peu certains foyers, alors ce qui m'a permis aussi également de contacter vraiment, et ça je le salue de passage, le président du conseil régional, M. Hamdi, alors que j'ai contacté l'un de ses élèves, l'un de ses enfants et mon élève, quand je l'ai contacté, automatiquement, il m'a dégagé un budget pour 45 familles. Vous voyez, donc c'était vraiment un peu difficile quand même avec la situation. Or, ce que dit aussi également Youssoumbaï et Mme Touré, c'est effectivement vrai que à peu près, il y a un nombre de presque 90% quand même ici parmi les subsahariens obèses dans la région de l'Aïoun qui vivent dans le secteur informel. Alors, effectivement, dans la région de l'Aïoun. Mais finalement, Eliman, vous savez que le secteur informel aussi, alors pour moi, des fois, les 50% qui vivent dans le secteur informel, pour moi, ce sont des gens qui sont dans le secteur pour un tremplin. Mais parce que la majeure partie, vous savez que le secteur informel, il y a des diplômés de haut niveau qui se trouvent dans ce secteur. Absolument. Oui, voilà, donc pour moi, c'est des gens qui sont là dans le secteur parce qu'ils n'ont pas de solution pour leur avenir. Ils sont obligés de se lancer dans le secteur informel. Mais
Mais si on voit, comme dit Mme Touré, effectivement que presque c'est les 25% des femmes qui vivent dans ce secteur aussi également. Absolument, Mais absolument. Ça m'a aussi obligé de vous dire aussi, présentement ici à Lyon, alors c'est ainsi, malheureusement pour les femmes, alors les autorités, ils ont vraiment, comment dirais-je, apporté une nouvelle loi pour interdire à toute femme qui vend dans la rue. Donc là, vous voyez, c'est une catastrophe. Alors maintenant, ils sont obligés quand même alors de se lancer alors dans d'autres secteurs qui sont vraiment très compliqués. Absolument. Mais j'ai eu la chance aussi également avec la loi 112 de pouvoir quand même organiser les migrants pour créer ce qu'on appelle les coopératives. Moi, je l'ai fait ici à Lyon. Et le je l'ai fait ici à Lyon. Et le monde, j'ai monté pas mal de coopératives. Mais malheureusement, je pense alors, pour les femmes... Oui, allez-y, vous êtes entré un peu d'anticiper sur ça, on y reviendra. Ok. Donc, on y reviendra tout à l'heure par rapport à ces coopératives. D'accord. Donc, je pense qu'on a compris qu'aujourd'hui également à Lyon, le secteur informel occupe un poids très important, notamment au niveau des migrants. Donc, comme vous l'avez dit, au niveau, notamment durant la pandémie, c'est un secteur qui a été très impacté avec les denrées alimentaires, avec l'accompagnement. Et voilà, donc c'était important de les soutenir durant ces temps très difficiles. Monsieur Bakar Ndoye, il est à Tétouan. Monsieur Bakar, qu'en est-il du secteur informel à Tétouan? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous bonsoir. Tétouan et le secteur informel, qu'en est-il de la cartographie, voilà, du secteur informel à Tétouan? Oui, bonsoir Eliman, je salue tout le monde. Salut, chers participants au forum régional. Je salue au passage notre président Baïsidi, le président de l'Union de la Force. Je salue Youssou Baye aussi d'abord, qui m'a fait participer dans cette forum. C'était la première fois. Bon, pour le moment, ici à Tétouan, pour le secteur informel, c'est vraiment difficile du tout parce que les femmes et les garçons qui travaillent ici, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. On est un nombre de 20 personnes, ou bien 30 personnes, quelque chose comme ça. Ok, vous êtes 20 personnes, c'est ça? Oui, on est un nombre de 20 personnes. Ok. Mais ça sera difficile donc, parce que pour avoir une place pour travailler, c'est difficile. Bon, la commerce maintenant que nous faisons, vraiment, c'est difficile du tout. Et pourquoi c'est difficile? Donc, parce que tu ne peux pas trouver une place pour travailler. Parce que même si tu trouves une coin pour travailler, on vous disait que non, ici, ce n'a pas une place. Avec la police, on te dérange toujours. Donc, en fait, c'est pour la majeure partie, c'est des marchands ambulants, j'imagine. Ouais, voilà, la majeure partie sont des marchands ambulants. Ok. Donc, c'est pourquoi il est un peu difficile ici à Tétouan. Ouais, c'est comme à Casa, c'est comme à partout. Donc, c'est... Voilà, c'est comme à Casa, c'est comme partout. L'importance d'évoluer. Oui, on a envie d'évoluer notre travail. Oui, absolument. Donc, on reviendra sur ça, sur ce point. Donc, c'est important d'évoluer pour ne plus faire jouer au chat et à la souris avec la police. Voilà, c'est ça. C'est important. Donc, en tout cas, on a compris qu'à Tétouan, vous êtes 20 personnes et que vous êtes... on est un nombre de 20 personnes, mais travailler pour trouver une lieu de travail, c'est vraiment difficile. C'est pas évident. Donc, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Donc, M. Issa Abakar, comme je l'ai dit, il est au niveau de l'Organisation des jeunes africains. Monsieur Issa Abakar, vous avez suivi avec nous les différentes interventions. Aujourd'hui, on a parlé du secteur informel, les difficultés, que ce soit à Tétouan, à Tanger, à Lyon. Est-ce qu'au niveau de l'OGIA, selon vous, est-ce que les travailleurs qui sont dans l'informel, est-ce que c'est une situation qui est choisie ou bien est-ce que c'est une situation qui est subie? Est-ce qu'aujourd'hui, pour certains travailleurs qui sont dans l'informel, est-ce que c'est un choix assumé, ils veulent rester dans l'informel, ou bien est-ce que c'est juste une alternative en attendant de trouver mieux, d'après vos expériences au niveau de l'OGIA et au niveau de vos activités?
Merci beaucoup, Monsieur Liman. Merci beaucoup. Merci, cher Si panéliste. si vous pouvez parler encore plus fort pour que les gens ok. Ok. Merci nous entendent. beaucoup. Parce qu'on me dit que le son n'est pas tellement ça. Donc, si vous pouvez élever votre voix. Merci beaucoup et je salue aussi les interventions, les collègues qui m'ont précédé. Je les remercie beaucoup. Ils font un bon travail sur le terrain et donc, je leur souhaite du courage. Donc, moi, je suis le secrétaire général de l'Organisation des jeunes africains. Par rapport à votre question, depuis 2013, l'organisation a été créée en 2008, mais depuis 2015, je suis au sein de l'organisation. Et avant mon intégration dans l'OJA, ou bien après, ce que j'ai vu dans la région de Tanger-Tétouan, en particulier au Maroc en général, les migrants, ils ne choisissent pas vraiment de se lancer dans l'informel. Donc, l'informel, c'est comme ils n'ont rien à faire. Et au lieu de rester en croisant les bras, il faut encore trouver un métier pour se prendre en charge. Et aussi, pas seulement pour se prendre en charge, mais aussi pour prendre en charge la famille. Parce que, comme vous avez déjà soulevé, et notre sœur Khadia qui a déjà dit, presque 37% de la population exerce leur métier dans l'informel. Et ça aussi, j'ai vu déjà dans la littérature, des gens parlent déjà 39%. Donc, qui est déjà, qui apporte beaucoup. Et c'est dans l'informel aussi, certaines, ils continuent à évoluer et aussi répondre aussi à certains besoins, et surtout les besoins financiers. C'est ça. Maintenant, pour dire, les migrants n'ont pas d'autre choix parce que c'est des gens qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons économiques. Et pour des raisons économiques, ils sont ici au Maroc. Et si une opportunité se présente et s'il y a la possibilité d'exercer quelconque activité pour avoir des revenus, donc ils n'ont pas de choix. Directement, il faut se lancer. Maintenant, sortir de l'informel, aller vers la formalisation des activités, ça, je pense que nous allons aborder dans la première, dans la deuxième partie. Oui, donc c'est ça qui est très important. Maintenant, pour répondre à votre question, je dis que c'est les migrants, c'est pour ne pas rester à la croisant les bras. Il faut une alternative en attendant d'avoir mieux, selon vos alternative, oui. Malgré les inconvénients de l'activité informelle, malgré les difficultés, les ressources maigres et aussi les opportunités sont bloquées devant l'activité. Quand on exerce une activité informelle, donc il n'y a plus des opportunités. Certaines opportunités, on ne peut pas les trouver. Donc maintenant, il faut. Mais quand il entre encore dans le monde de formalisation, là encore, c'est une opportunité qui s'ouvre devant eux. Donc cette partie, au niveau de l'OJA, nous avons beaucoup d'expériences et j'interviendrai dessus, Inch'Allah. Merci sur beaucoup. ça. Donc vous êtes sur le terrain et d'après vos observations, la plupart des travailleurs qui sont dans l'informel, c'est juste une alternative en attendant de trouver mieux. Donc c'est une activité qui est subie et non choisie. Monsieur Kane, vous êtes le représentant du Consul général du Sénégal dans la région dans la ville de Fès. Aujourd'hui, monsieur Ali Issa, d'après ses observations, l'immigration, les travailleurs qui sont dans l'informel, souvent ils le font, voilà, juste ils le font juste parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Ils passent temps en attendant de trouver ailleurs. Est-ce que vous avez fait la même remarque à Fès, qui concentre un nombre important de ressortissants subsahariens, notamment sénégalais? Est-ce que les travailleurs qui sont dans l'informel, est-ce que c'est un choix ou bien est-ce que c'est une alternative en attendant de voir mieux? Merci beaucoup, Eliman. Je profite pour remercier aussi l'ensemble des panélistes qui, avec l'expérience en accompagnant les migrants, ont une expérience avérée à la matière. Et aujourd'hui, si vous voyez le panel aussi, nous sommes composés majoritairement de Sénégalais. Ceci n'est pas le hasard. Le Sénégal et le Maroc, de par leur relation, a fait que la communauté sénégalaise aujourd'hui est la première communauté étrangère en terre chérifienne. Et comme vous le dites, hein, vous le savez mieux que moi, Fès devient la troisième ville sainte pour les Sénégalais, après bien sûr la Mecque et la Médine. Ce qui fait que donc Fès devient une destination historique
de beaucoup de Sénégalais qui viennent pour le Maroc. Et ceci, en termes de traduction, fait en sorte que ce devient donc une ville d'accueil pour l'ensemble de la population sénégalaise, en attendant de pouvoir partir dans d'autres horizons. Et ceci explique la grande communauté qui est bien établie dans la ville de Sidi Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu. Alors, pour aller directement répondre sur votre question, j'allais dire d'abord qu'il faut remonter à la source. Remonter à la source parce que les temps sont trop difficiles dans nos pays respectifs, ce qui ne donne pas le choix à la jeunesse qui, harcelés, sont obligés de prendre des pirogues pour brader la mer pour aller en Europe. Certains, beaucoup plus conscients, diront j'irai en territoire où je pourrais avoir un pied à terre pour essayer au moins de développer quelque chose qui me permettra d'honorer mes parents. Ceci donc a conduit qu'une grande partie des Sénégalais, vu les relations qui lient le Maroc et le Sénégal et qui ont un rêve d'aller à l'étranger sans visa, ont opté finalement pour venir au Maroc. Mais il faudrait voir que ces jeunes n'ont plus de choix, pas ici au Maroc, mais d'abord de là d'où ils viennent. Ils n'ont plus le choix de rester dans leur pays parce que vous le savez mieux que moi, nous avons les mêmes traditions sénégalaises ou bien africaines au sud du Sahara. Quand vous avez l'âge de vous marier, de fonder une famille, ou bien au moins de revenir remplacer vos parents par l'effort quotidien à la famille, alors il n'est plus permis de rester les bras croisés. Il faudrait partir, même s'il faut partir loin, pour venir essayer donc de subvenir aux besoins de la famille. Donc, depuis le départ, ils n'ont pas le choix de rester sur le pays. Ils ont le choix de partir. Ce choix de partir, quand ils sont arrivés ici, ils ne peuvent pas aussi rester sur place ou ne pas trouver où dormir. Donc, ils sont obligés d'avoir un loyer, obligés de trouver quelque chose comme travail et obligés aussi d'envoyer un peu d'argent pour soutenir les familles qu'ils ont laissées au pays. Donc, ceci seulement suffirait largement comme réponse pour dire qu'il n'y a pas de choix. Donc, certains sont venus avec leur diplôme en poche. Ils n'ont pas d'autre secteur que de faire le petit commerce de montres, d'habits ou bien d'art, des tableaux d'art sénégalais, pour essayer donc de vendre ici pour subvenir un peu à leurs besoins. D'autres, leur diplôme en poche, c'était obligé de faire des bricolages, des petits jobs, comme on le dit, dans les centres d'appel. Voyez. Alors, même dans ces centres d'appel, vous voyez que vous pouvez dire plus que 50% de ceux qui sont dans les centres d'appel, on ne le dit pas généralement, mais ils sont dans la clandestinité, ils sont dans le secteur informel, parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail, parce que tout simplement, on les paye suivant un objectif. Tu fais une vente, la vente est payée à temps, alors je ne peux pas te prendre à la CNSS, je ne peux pas te déclarer. Alors, donc, ça aussi, c'est le secteur informel. Certains l'oublient souvent. Alors, l'occasion m'a été donnée avec le Covid-19 de constater que plus que 80% dans la fourchette ici à Fès des Sénégalais sont dans le secteur informel. Parce qu'au moment du Covid, nous avons essayé donc de recenser les Sénégalais qui étaient là en attendant la fameuse aide de l'État, qui malheureusement, finalement, on nous a dit que chacun va s'inscrire sur la plateforme. En ce moment, moi, j'avais déjà à mon niveau déjà inscrit 220 et quelques Sénégalais que par la suite, avec l'aide de M. Diakhaté, qui nous a recommandé avec les droits de l'homme, la wilaya de Fès est parvenue à nous donner 215 paniers à donner à l'ensemble de ces Sénégalais. Et si je fais le rapport par rapport à ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, j'aurai dans les chiffres entre 85 et 90% qui évoluent dans le secteur informel. Donc, ceci aussi est une idée qui confirme nettement les chiffres que vous avez avancés tout à l'heure. Pour résumer, Eliman, donc je vous dis que démonstration faite, il n'avait pas d'autre choix que de commencer par le secteur informel. Maintenant, l'autre question, certainement, on l'abordera. Comment sortir de ce secteur informel pour aller vers un secteur formel? Vers la formalisation. Donc, je pense que ma réponse est un peu démontrée. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a compris que c'est un choix. Donc, ils quittent le pays. Donc, voilà, nous tous, voilà, que ce soit tous les migrants, tous les ressortissants, tous les expatriés auraient aimé rester chez eux, à côté de leurs parents, avec leur famille. Mais les contraintes et les péripéties de la vie ont fait qu'il y a pas mal de personnes qui ont quitté leur pays pour immigrer.
et essayer de trouver d'autres sources de revenus, notamment dans l'informel. Donc aujourd'hui, j'en profite, Eliman, pour demander juste 5 minutes pour faire la prière du Maghreb et revenir si vous permettez. Ok, d'accord, allez-y. Merci. Allez-y. Donc je me tourne vers comment dirais-je, vers Youssou, vers Madame Zakia El Yamlahi, qui est au niveau de l'association Takatul Métropole. Aujourd'hui, on a parlé des difficultés, Madame Zakia, des difficultés si le technicien peut zoomer sur Madame Zakia, Monsieur Kandoussi, s'il peut zoomer sur Madame Zakia, je ne sais pas, est-ce que Monsieur Kandoussi est là? Apparemment, M. Kandoussi, vous pouvez zoomer sur Mme Zakia. C'est pas grave. Donc voilà, c'est bon. Donc, Mme Zakia, on a parlé des difficultés des travailleurs migrants du secteur informel. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'association Tagatoul, il y a des financements qui sont consacrés à ces travailleurs de l'informel pour les accompagner, des financements? Oui, bon, pour le financement, à vrai dire, ça se passe au niveau de Tagatoul à travers des projets. Oui. Quand on décroche des projets avec des bailleurs de fonds, soit l'Union européenne ou autre, on essaie de spécialiser un montant pour aider les migrants qui travaillent dans l'informel, soit pour monter des petits projets, soit des micro-projets. Et surtout, on a beaucoup travaillé avec des femmes. Okay. Dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Absolument, oui. Voilà, on essayait au maximum, parfois les montants destinés à ces micro-projets, à vrai dire, ne sont pas suffisants, oui. Mais on essaye de les accompagner, de les aider à faire réussir leur projet. C'est vrai que c'est difficile vu la petitesse des montants, mais dans la plupart des cas, les femmes qu'on a accompagnées ont survenu à monter des projets qui ont persisté, à vrai dire. Mais pour être sincère, dans la plupart des cas, on a beaucoup de problèmes à ce niveau qui sont, par exemple, on accompagne les femmes pour faire des micros, ou bien les femmes et des hommes, mais la plupart du temps, j'ai dit des femmes. Mais parfois, ces femmes ne sont plus au Maroc, ne sont plus sur Tanger. Oui, absolument, elles bougent. On ne les retrouve plus. Et ça nous pose un problème, soit au niveau de but de notre projet, soit avec les bailleurs de fonds. Parce que quand les projets ne sont plus là et qui se sont évaporisés, alors ça nous pose vraiment, ça nous met dans l'embarras. Mais en général, il y a un vrai problème de financement. Oui, absolument. C'est difficile de trouver des financements pour cette catégorie. C'est très difficile, ouais. Ok, d'accord. Donc, c'est difficile, mais au niveau de Tagatoul, vous êtes en train de les accompagner. On fait de notre mieux, oui, on fait de notre mieux. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Donc, c'est pas mal. Donc, monsieur Abakar, Ali Issa, est-ce qu'au niveau de Logia, est-ce que vous financez des travailleurs de l'informel au niveau de Logia pour les accompagner? Okay, merci beaucoup, M. Aliman. Merci. Oui, c'est au niveau de Logia, comme je disais, au niveau de Logia, nous avons déjà accompagné plusieurs migrants et surtout lever la voix, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je disais au niveau de Logia, nous avons accompagné plusieurs groupes de migrants, surtout la création des coopératives et des sociétés à responsabilité limitée. Depuis 2017, nous travaillons avec nos partenaires de l'Union européenne et aussi les partenaires onisiens avec des projets d'insertion socio-économique des migrants dans la région de Tanger-Tétouan et aussi à Houssaïma. Je vais parler surtout en première partie, la partie de Tanger-Tétouan. Au début,
nous avons déjà fait des recensements, des porteurs de recensements, des personnes qui travaillent dans l'informel. Nous avons lancé des appels à proposition de projets et nous avons réussi beaucoup de dossiers. Et ici, vraiment, je voudrais vous dire que ce sont des dossiers très pertinents, vraiment des projets très pertinents, des projets qui visent surtout à valoriser la culture africaine, la gastronomie africaine, et aussi à travers des restaurants, des services qui sont très importants. Aujourd'hui, nous avons par exemple une coopérative qui s'appelle Coopérative Vitre au Lavage, qui fait vraiment un travail très, très important et dans la ville de Tanger. Et actuellement, avec le déconfinement, nettoyage des locaux, des bureaux, et il se déplace jusqu'à Rabat pour faire des services. Et aussi, nous avons financé aussi un groupe de jeunes qui se sont réunis pour former une coopérative qui porte le nom African Technologie. Et aussi des restaurants africains, nous avons déjà financé. Et avant, au début, ces gens travaillaient dans l'informel, ils ne bénéficient pas de tout ce qu'est la protection sociale, ils ne sont pas encore inscrits au niveau des registres de commerce, au niveau des Maroc PME, au niveau de l'entraide nationale, Office de coopération et de coopérative, et ils ne bénéficient pas maintenant des services offerts par ces institutions. Depuis que nous avons lancé le projet, nous avons donné déjà des financements, ils se sont regroupés, ils ont formalisé avec la création de leurs entrées coopératives. Ils ont réussi déjà les récépissés de fonctionnement de la part des autorités. Aujourd'hui, ils commencent aussi à recruter d'autres personnes. Et ils sont stables, ils ont des clients et ils font vraiment un travail remarquable. Donc ça, nous avons déjà, au niveau de Tanger, nous avons déjà financé aussi même des crèches. Oui, des crèches. Donc, d'après les expériences... vous avez même lancé des crèches, c'est ça? Oui, des crèches composées, comment dire ça, et ces crèches gérées par des filles africaines de diverses nationalités. Et à la fin, avec le temps, maintenant, elles sont en train de préparer aussi de recruter encore d'autres personnes. Et ce sont les bébés des migrants qui sont là-bas? Non, d'une manière générale, bébés des migrants, des Marocains, d'une manière générale. Et l'endroit encore, c'est... Voilà. Oui, crèche mix. Et même l'équipe, dans peu de temps, sera une équipe mixte de différentes nationalités. Ok, c'est comme la crèche de Kirikou, de Muntaga Diop à Rabat. C'est excellent. Oui, exactement, c'est ça. Et même, ce que j'ai dit, du côté de Rabat aussi, nous avons déjà financé beaucoup de projets, projets des artistes, des restaurants. Donc maintenant, ça a donné vraiment beaucoup de résultats. Donc pour cela, je dis, quand on formalise ce genre de coopératives et ils bénéficient des financements, des accompagnements des autorités, et aussi ils font aussi beaucoup de services avec, même ils bénéficient aussi des virements bancaires, des grands services. Donc ils peuvent même entrer dans le marché concurrentiel. Ils font, parce que dans le cas où les gens exercent dans le service informel, ils ne peuvent pas aussi accéder à certaines offres d'emploi, les offres formalisées, tout ça. Maintenant, ils ont tous les dossiers et ils peuvent même accéder. Et aussi, ils sont en train à chaque fois, nous voyons aussi des innovations, des innovations à travers les réseaux sociaux et ils font. Et aussi, nous avons un bureau de consultants qui accompagne ces entrepreneurs. Excellent. À chaque fois, si le besoin fait sentir. Oui. Maintenant, je voudrais terminer tout juste comment dire, après l'arrivée de la pandémie Covid, surtout a impacté très négativement maintenant l'activité de ces coopératives. La semaine prochaine, je pense que nous allons essayer de voir pour maintenant aider à se relever ces gens. Donc, parce que avant, certains n'ont pas de fonds. Et 3 mois d'arrêt d'activité, forcément, il y aura des conséquences, c'est clair. Et surtout pour les charges fixes. Nous allons essayer avec nos partenaires, nous sommes en cours de discussion. Nous allons pour les aider à relancer leurs activités. Pour à relancer. Certains, ils se débrouillent jusqu'à maintenant, mais quand même, ceux qui sont aujourd'hui... ils n'ont pas pu encore travailler pendant cette période
des crises sanitaires, nous allons les accompagner. Et je vous assure, vraiment, c'est des gens qui vont s'en sortir. C'est vrai, comme Mme Zaki a dit, les gens se déplacent au fil d'une région à une autre, mais par manque d'opportunités, tout ça. D'après, si on arrive à formaliser, vraiment, et ils vont renforcer l'économie locale du pays. C'est la solution. La formalisation, c'est la solution. Donc, avant de poursuivre ce webinaire, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle que vous êtes en train de suivre la 3e édition du Forum sur la migration et l'asile, qui est la 3e édition qui est organisée par l'association Takatoul, l'associatif Tanger Métropole. La thématique de cette 3e édition, c'est les stratégies d'accompagnement des migrants du secteur informel. Donc, comme vous le savez, contexte oblige, la raison pour laquelle ce forum se tient en ligne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, M. Issa a abordé tout à l'heure l'accompagnement, les financements au niveau de l'Organisation des jeunes africains qui accompagne ces femmes. Il a brossé également un peu sur la formalisation. Donc, vous m'avez tendu la perche. Tout à l'heure, M. Cheikh Sidi Lamine Diakhaté, vous avez évoqué la mise en place de coopératives au niveau de l'Ayoun. Donc, ça participe de la formalisation des activités du secteur informel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces coopératives que vous avez mises en place à l'Ayoun et le processus de formalisation de l'informel dans votre localité? Oui, Eliman, vous savez que moi, je suis obligé même de prendre vraiment l'expérience d'Ali Issa, parce que nous avons un blocage, hein, et j'ai le courage de le dire aussi également. On a fait le maximum possible pour pouvoir installer des coopératives, parce que depuis qu'on a annoncé la loi 112 qui permet aux migrants de pouvoir quand même créer leurs propres coopératives, mais on l'a fait. Et nous avons créé 9 coopératives ici dans cette région, dans la ville de l'Aïe. 9 coopératives. Mais malheureusement, après avoir créé ces coopératives, on a pu ouvrir des comptes bancaires et toujours avoir le récépissé et tout de chaque coopérative. Mais malheureusement, Eliman, on a beau chercher des financements, mais impossible. Ah, le financement, c'est mais impossible. Parce que là, alors, donc, les structures qui financent ces projets-là, c'est l'INGH. Oui. Ou bien l'Agence du Sud, ou bien l'ADS, comme tu dis tout à l'heure, Ali Issa, ou bien l'entraide nationale. Mais alors, quand nous avons un peu quand même insisté sur les portes des ONG, ils ont totalement refusé. Donc là, ça pose problème. Et c'est ça qui a fait décourager, par exemple, la majorité des migrants sur les coopératives. Ils ont le récépissé, ils ont leur compte bancaire, mais malheureusement, ils n'ont pas un financement bancaire. Et là, je vais quand même en profiter de ce panel pour pouvoir bénéficier de certaines expériences pour que ces migrants puissent en bénéficier, parce que là, ils ont souffert. Ils ont souffert, c'est la raison, c'est ça qui nous avait poussé quand même, de pouvoir les organiser, à créer vraiment ces coopératives. Monsieur, quels sont les blocages? Pourquoi les institutions de financement refusent de donner d'octroyer des financements à ces coopératives? Quelles sont les raisons? Mais c'est dommage que je suis obligé de le dire. Quand, par exemple, je passe voir le directeur de l'INDH ici au niveau de la région, il me dit non, nous ne sommes pas prêts pour financer les étrangers. Je dis, mais pourquoi? Donc, la raison de pouvoir mettre sur pied une loi 112 pour permettre aux migrants de créer des coopératives. Mais si on crée des coopératives et on ne parvient pas à accès au financement, mais ça n'a pas d'importance. Ça va être compliqué. Oui, mais ça sera très compliqué. Alors, j'ai tapé sur l'Agence du Sud qui finance beaucoup de projets. Alors, aussi également l'ADS, mais ils ont totalement bloqué toutes les portes pour les migrants. Et là, ça pose problème. Depuis, ça fait plus de 5 ans, on est en train quand même de bouger de gauche à droite. Même le directeur de la coopérative régionale, il a beaucoup insisté. Mais malheureusement, alors, je ne sais pas pourquoi ce blocage-là, mais il ne parle que pour les migrants. Est-ce que vous avez essayé au niveau des ONG? Parce que je pense qu'aussi, il y a des ONG qui financent des activités similaires. Alors, Eliman, nous avons une particularité ici au niveau du sud du Maroc. Vous savez que l'Ayoun commence à se faire voir sur le plan national. Oui. Mais 5 ans avant, personne ne connaissait pas l'Ayoun. Tout à fait. Personne. Pour eux, même certains que l'Ayoun, ce n'est pas dans le Maroc. Souvent, ils croient que l'Ayoun, c'est un pays, une région qui est totalement hors de l'Ayoun, hors du Maroc du moins. Alors, mais nous, durant ces 5 ans, on a beaucoup travaillé. Parce qu'en 2012, quand nous venons ici, là, il n'y avait pas plus de 70 migrants ici. 70, je dis, en 2012.
En 2014, nous avons créé une association pour regrouper tous les migrants. Alors que les gens commencent à venir. Et en ce moment, même pour d'abord, la première chose que nous luttions, c'était l'intégration d'abord. Il faut une intégration. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile d'intégrer dans le Sahara. Alors, nous avons une particularité. Ici, dans le Sahara, c'est tout à fait différent du Nord, leur culture. Donc, là, ça ressemble un peu qu'ils ont une culture tout à fait différente du Nord. C'est la raison pour laquelle alors, il fallait beaucoup d'efforts pour pouvoir intégrer dans la société au niveau. Voilà. Donc, il faut se lutter pour l'intégration d'abord. Parce qu'il faut qu'on soit accepté d'abord dans cette population. Et je vous dis, Eliman, le jour, en 2013, quand je commençais à enseigner ici dans cette ville, mais il me disait que mais là, c'est impossible. Tu ne peux pas être sénégalais et enseigner alors des Arabes, c'est impossible. Ouais, mais malheureusement, je me suis imposé avec l'aide de... Voilà, exactement. Donc, ils ont d'autres idées tout à fait différentes du Nord. Mais heureusement, quand même, on a beaucoup travaillé sur l'intégration. Et après l'intégration, maintenant, il faut formaliser, voilà, il faut formaliser le secteur informel. Regarde, en 3 ans, on a quitté de 100 migrants. En 3 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui plus de 4000 migrants. Plus de 4000 migrants, oui, c'est pas rien. En 3 ans. Et Sa Majesté, le roi Mohamed II, il était venu ici, je pense que c'est les années 2015-2016, mais il avait lancé ici de grands projets. Et c'est ça qui a permis quand même, alors beaucoup d'entrepreneurs, de bailleurs commencent à investir dans la région. Mais je dis, Eliman, si vous connaissiez l'Aïoun 5 ans avant, aujourd'hui, si vous venez à l'Aïoun, alors vous croyez que l'Aïoun, ça fait partie quand même des régions phares la ville s'est métamorphosée. Donc ça commence à développer et on s'est beaucoup lutté quand même pour cela. Alors, absolument. Donc oui, donc M. Diakhaté, on a compris qu'aujourd'hui, vous êtes passé de 100 habitants ressortissants à plus de 4000 et que vous avez des coopératives. Mais l'obstacle majeur, c'est le financement. Donc, j'espère qu'au sortir de ce webinaire, vous aurez avoir des financements. Donc, je me tourne vers Youssou. Je pense qu'il est revenu. Youssou, aujourd'hui, on abordait l'aspect financement, mais également l'aspect formalisation. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'ARCS ou bien au niveau de l'UNHCR, est-ce qu'il y a des financements que vous êtes en train de consacrer à ces travaux de l'informel? Est-ce qu'il y a des financements que vous déployez au niveau de ces acteurs informels? Votre micro, Youssou, votre micro. Il faut activer le micro. Ok, donc c'est une question très pertinente. Comme on le sait tous, ceux qui sont là. Vous pouvez juste élever votre voix, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Voilà. Donc, ils savent que la CR travaille avec un réseau associatif. Donc, les associatifs, on s'est construit en groupe thématique. Ali, donc les Ali, bon, le GIALAM et tout cela, ils s'occupent de tout ce qui est insertion socio-économique et tout. Maintenant, il existe un système de financement, c'est vrai, à travers des associations. Ce système de financement consiste à concéder à chaque migrant, réfugié, demandeur d'asile, demandeur d'un fonds de commerce, à hauteur de 500 dirhams pour démarrer une activité génératrice de revenus. Mais on s'est rendu compte, il y a le GIA, à part le GIA, ça je le confirme, allez, est là devant le GIA, franchement, avec leur bailleur européen, ils ont vraiment développé des projets hors du commun, je le dis en toute franchise, parce qu'il y a eu des ouvertures de restaurants, des sociétés et tout cela. Donc, c'était plus que le financement habituel qu'on avait l'habitude de voir. Là, c'est spécifiquement le GIA qui le fait. Ça, je le dis. Et je le réitère également. Maintenant, concernant les autres associations, chaque fois, il y a une somme symbolique qu'elles donnent aux migrants pour leur dire, pour promouvoir l'autonomisation, l'autonomisation des migrants, en leur disant vous pouvez démarrer une activité génératrice de revenus, etc. Ça, il y a un système de financement. Mais juste, je pense que si je suis pas en train un peu de vous emboîter le pas, mais il y a toujours des contraintes.
Tout à fait. contraintes. Et quelles sont ces contraintes, Youssou? Quelles sont ces contraintes? Bon, pour moi, la première contrainte, il faut demander à la personne ce qu'elle veut faire. Oui. Ce qu'elle veut faire. D'abord. Mais ici, déjà, dans le processus déjà d'autonomisation des migrants, c'est pas bien. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils orientent les migrants à la coiffure, à la pâtisserie. C'est-à-dire, ils ne demandent pas à la personne ce qu'elle a envie de faire. Oui, vous comprenez un peu? Je comprends. Il faut savoir ce qu'on veut pour qu'on vous soutienne. Voilà. Voilà. On ne peut pas soutenir la personne, je ne sais pas, arbitrairement. Genre, tu lui dis que je te donne ça, tu fais ce que tu veux avec. Mais il y a des mécanismes, à développer, etc. Il y a un processus d'accompagnement, etc. Il faut demander d'abord à la personne ce qu'elle veut. Il faut aider également à la rédaction des business plans. C'est important. Malheureusement, on n'a pas. Les ONG, ils sont là, elles donnent des financements, mais il n'y a pas un accompagnement à part le GIA. Je réitère toujours. À part le GIA. Le GIA, chaque fois, là, moi, je le dis en toute franchise, je ne suis pas en train de jeter des fleurs à mon ami, à mon frère Ali. Non, je le dis en toute franchise. C'est le GIA qui accompagne, qui est là, qui demande aux migrants ce qu'ils ont envie de faire, qui les aide dans la rédaction des business plans, qui les renforce dans le management de projet et qui les accompagne dans l'évaluation et le suivi de projet. Absolument, c'est important. Tu vois? C'est important parce que... Voilà, là, c'est une parmi 100. Oui. Donc, je pense que si on veut vraiment aider les migrants, si on veut vraiment performer le système de financement, si on veut vraiment le rendre plus pérenne, plus fiable, je pense que il faut s'inscrire dans cette démarche d'accompagnement, dans cette démarche de suivi, d'évaluation de projets, etc. Et surtout, l'identification des besoins. Il faut identifier les besoins. On ne peut pas se permettre. Il faut identifier les besoins. Et l'identification des besoins doit se faire de concert avec les migrants. On ne peut pas décider à leur place. Oui, c'est ça. Ce sont les principaux concernés. Voilà, c'est ça. Je pense que l'identification des besoins doit être revue. On ne doit pas se baser sur des besoins potentiels pour dire que potentiellement, je ne sais pas, a priori. Voilà. On a compris. Voilà. On a compris. Réel. Oui, voilà, on a compris. C'est important. Voilà. En fait, aujourd'hui, avant d'aider les migrants, il faut les accompagner d'abord parce qu'ils sont dans l'informel, dans les business plans, parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'ONG qui tiennent beaucoup à ça. Voilà, il faut leur présenter des business plans, il faut leur présenter il faut qu'ils aient une visibilité sur le projet avant de le financer. Donc, c'est tout à fait important ce que vous dites, Youssou. Monsieur Bakar Ndoye, tais-toi, il est toujours avec nous. Monsieur Ndoye, vous êtes là? Oui, je suis là, oui, Iliman. Voilà, donc, monsieur Ndoye, nous avons abordé la création de coopératives avec monsieur Diakhaté et également. Mais ici, depuis quelques années, le Maroc a adopté le statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans l'informel peut facilement avoir la carte d'auto-entrepreneur pour lancer son business. Et il y a beaucoup de facilités, donc beaucoup de facilitation, autant pour moi. Une fiscalité qui est réduite, la possibilité de facturer les prestations, mais également, vous n'avez pas besoin de présenter votre bilan comptable à l'administration fiscale. Donc, juste pour encourager la création d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, est-ce que la création de l'obtention de cette carte auto-entrepreneur également n'est pas une alternative dans la formalisation, selon vous? Selon nous, vraiment, pour créer un auto-entrepreneur, j'espère que c'est plus facile que créer une entreprise. Okay. Parce que comme l'information que nous a reçue, on nous a dit qu'il faut essayer de créer un auto-entrepreneur. Oui. Pour mieux développer. Est-ce que vous pouvez élever un peu la voix pour qu'on puisse vous entendre? On vous entend. Oui, j'ai dit que... C'est bon? Oui, allez-y. Bon, je dis que pour créer un auto-entrepreneur, c'est plus facile que de créer une entreprise ou bien d'autres choses.
Parce que comme information qui nous a donné à ce moment, qui nous a communiqué, on nous a dit qu'il faut essayer de faire tout pour créer un autre entrepreneur pour mieux améliorer votre travail. Oui. Parce que dans le secteur informel, maintenant on nous a dit que d'ici 2025, ça ne sera plus le secteur informel, mais ça sera formel. Oui. Donc on va essayer de faire tout pour créer un autre entrepreneur pour mieux développer notre travail. Oui. Donc c'est ça l'essentiel à ce moment. Absolument. Et aujourd'hui, est-ce que vous accompagnez? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes 20 Sénégalais, si je ne m'abuse, à Tétouan. Notamment, la plupart, ou bien la majeure partie est dans le secteur informel, ce sont des marchands ambulants. Est-ce que vous sensibilisez vos compatriotes pour qu'ils puissent déposer le dossier pour obtenir cette carte d'auto-entrepreneur? Oui, toujours on est là, on est toujours sensibilisé pour créer un autre entrepreneur. Mais moi aussi, le micro. Moi, j'ai vraiment presque de bénéficier de notre entrepreneur parce que j'ai déjà parti là-bas. Vous avez déposé vos dossiers? Oui, j'ai déjà déposé mon dossier. Oui. On m'a dit que d'ici une semaine, Inch'Allah, tu vas recevoir votre carte auto-entrepreneur. Excellent. Donc, j'en cible toujours les gens ici pour créer un autre entrepreneur. Toujours, je parle avec mes amis, dis-lui de créer un autre entrepreneur. Donc, j'espère qu'ils ont le courage de créer un autre entrepreneur. J'en pense que très bien qu'on va créer les autres entrepreneurs, Inch'Allah. Ok, donc vous encouragez, c'est important. Donc, vous avez déposé vos dossiers et vous encouragez vos compatriotes à... Mais après créer un autre entrepreneur, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Après créer un autre entrepreneur, pour avoir un autre entrepreneur, on a vraiment besoin des accompagnements pour créer une société ou bien pour améliorer notre travail. Tout à fait. En fait, l'obtention de la carte d'auto-entrepreneur, c'est le premier palier avant de franchir. Si vous obtenez aujourd'hui la carte d'auto-entrepreneur, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez facturer vos prestations, ça c'est un. Vous avez déjà créé votre entreprise, vous pouvez créer votre entreprise chez vous, à la maison. Vous n'avez pas besoin de mobilier, etc. Vous avez une fiscalité réduite. Donc aujourd'hui, sur un chiffre d'affaires, vous allez payer 1% du chiffre d'affaires. Vous n'avez pas à présenter un bilan comptable. Donc, vous pouvez avoir un crédit au niveau des structures bancaires. Donc, il y a pas mal de facilitations. Donc, une fois que vous avez la carte, il faut aller au niveau des banques qui sont partenaires avec Maroc PME. Vous allez avoir toutes les informations concernant ces facilitations. En tout cas, nous vous encourageons à continuer à sensibiliser vos compatriotes pour qu'ils puissent accéder à cette carte. Je pars à Fès de retrouver M. Kane, M. Modou Kane. Nous sommes en plein dedans au niveau de la formalisation du secteur informel parce qu'aujourd'hui, c'est une question de survie. Soit se formaliser ou disparaître. La COVID-19 l'a prouvé à suffisance. Donc aujourd'hui, nous avons parlé du statut d'auto-entrepreneur, M. Kane. Est-ce que ce n'est pas selon vous une urgence extrême, aussi bien pour les travailleurs informels, mais également pour l'État marocain? Parce qu'aujourd'hui, d'après une étude qui a été publiée en 2018 par la Confédération générale des entrepreneurs du Maroc, le patronat marocain, c'est aujourd'hui 40 milliards de dirhams de manque à gagner, notamment au niveau de la fiscalité. Donc aujourd'hui, en encourageant ces travailleurs informels à accéder à l'auto-entrepreneuriat, c'est également un avantage pour ces travailleurs, mais également pour l'État marocain qui pourra recouvrer toute cette fiscalité qui passe entre les mailles du filet. Effectivement, Iman, je te rejoins. Je suis de même d'avis que vous, parce que si vous voyez l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui, c'est dans toutes les banques, hein, surtout au niveau de la Banque populaire, au niveau de la Poste, quand vous partez. Alors, ils ont des guichets qui sont réservés exclusivement à ça, pour accompagner donc les personnes qui sont intéressées. Et comme tu l'as bien dit, l'avantage, c'est énorme. Voilà. Donc, c'est pour pouvoir te donner une petite chose et tu peux faire beaucoup de choses avec. Et le plus intéressant, après avoir donc détenir sa carte, il faut aller aussi à la CNSS pour se faire déclarer.
Absolument. Et vous savez, se déclarer en CNSS aujourd'hui, c'est devenu une priorité parce que vous avez vu qu'au moins CNSS, durant tous ces Covid-là, Avec le fonds Covid-19. Salaire maximum, un minimum plutôt à tous ceux qui ont leur déclaration de CNSS. Sans compter que quand vous êtes déclaré à la CNSS aujourd'hui, nous sommes dans une immigration où les gens viennent et vivent en famille. Vos enfants reçoivent une allocation familiale de 300 dirhams pour les premières 3 personnes, les premiers 3 enfants. Bon, la quatrième aura 36 dirhams. Ça, c'est déjà quelque chose de bien que tu peux même placer d'abord dans une épargne pour plan éducation. Absolument. En plus, il y a une prise en charge sociale pour la caisse de sécurité sociale en cas donc pour les médicaments d'hospitalisation, etc. Ça, des avantages pour encourager les gens à aller. Mais moi, j'ai lancé également à Fès. Depuis 2012, j'ai lancé comme ce que Diakité a fait. Moi, je l'avais appelé GIE. Donc, les GIE, Takuligay, etc., pour rassembler une dizaine d'enfants, plutôt de Sénégalais qui sont dans le secteur informel, afin de leur créer une société avec un capital de 10 000 dirhams qui, après toutes les formalités, peut-être va leur coûter à peu près 1000 à 1500 dirhams. Le reste de l'argent, ils peuvent le récupérer. Et que s'il y a parmi eux certains qui sont désireux de faire des imports et exports, ils utilisent cette société-là pour faire. Après, ils vont payer la fiscalité. Si vous ne donnez aucune facture à la fin de l'année, vous donnez donc juste un impôt forfaitaire de 500 dirhams. Ça, c'est une option. Que nous avons donc demandé aux Sénégalais de les encourager. Mais si vous voyez l'auto-entrepreneuriat, c'est que c'est une responsabilité personnelle. Là, vous n'êtes pas associé peut-être avec des gens qui ne sont pas du tout responsables, mais il suffit que vous, personnellement, vous allez donc devoir faire des choses extraordinaires et ça vous permettra de sortir de la précarité vers des choses qui sont formelles. C'est évidemment, l'État va l'encourager. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que tout le monde a débuté par l'informel. Hein? Nous, après nos études, on a presque dirigé tous les hôtels du Maroc. Après, à un certain moment donné, on s'est arrêté, on a réfléchi que, mais écoutez, c'est nous qui sommes là pour remplir les hôtels. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donc sortir? On ne veut plus être employé, donc il faudrait commencer à être entrepreneur. Et là, on est passé de l'employé à entrepreneur. Nous avons donc parti investir, créer une agence au Sénégal, par exemple, amener tous les Sénégalais et faire une sous-traitance avec l'ensemble des agences de voyage qui viennent du Sénégal pour Sidi Ahmed Tijani, après créer des restaurants sénégalais et après même aller jusqu'à investir dans le secteur des centres d'appel pour des Sénégalais où on savait qu'ils étaient, voilà, ils avaient trop d'expérience, mais ils n'avaient pas un outil pour travailler, pour tout simplement les accompagner. Donc, je te rejoins à 100% que l'État, il trouve son compte et également, pas seulement les immigrants, mais toutes les personnes qui sont intéressées par le secteur de l'auto-entrepreneuriat également, ils trouveront leur compte. Et si vous faites également les chiffres que vous venez de nous donner, ça c'est du point de vue de fiscalité, tout simplement. Vous n'avez pas dit ce que la personne qui a fait son entreprise, ce qu'il va gagner. Vous voyez, vous n'avez pas dit également ce que ça va jouer sur la concurrence, parce que si vous avez un plombier qui peut-être avait l'habitude de facturer 300 dirhams, alors qu'il amène quelqu'un qui est plus spécialiste que lui, mais malgré qu'il n'a pas la spécialité, il crée son statut d'auto-entrepreneur, il peut facturer à 250. Donc la concurrence, la consommation directe, il gagne parce qu'il y a plus de concurrence. Donc finalement, c'est tout le monde qui est gagnant dans ce système-là. Absolument. Qui est bénéfique dans ce système. Alors, si vous me permettez également, je voulais revenir un peu en arrière sur les financements, si vous permettez. Rapidement. Voilà, rapidement, parce qu'il faut comprendre qu'au Maroc, le système de financement, ça existe. Ça existe pour aussi les migrants. Mais les migrants qui sont en situation régulière, même les migrants qui sont en situation régulière sont parfois des problèmes. Parce qu'au début, la carte de séjour était faite pour une durée d'1 année. Et que souvent, la banque te dit que non, moi, je ne peux pas prêter de l'argent à quelqu'un qui est là temporairement peut-être pour 6 mois, parce que la carte de séjour, avant de le recevoir, il va rester que 6 mois. Clair, vous voyez? Alors, il y avait des améliorations. Maintenant, il est passé d'1 année à 3 ans, ce qui fait que aujourd'hui, donc, voilà, le champ d'action est beaucoup plus large par rapport à ça. Alors, le financement aussi est lié forcément au statut, parce qu'on ne peut pas prêter de l'argent à quelqu'un qui est dans une situation irrégulière, qui demain même la police peut le faire sortir du pays. Tout à fait. Vous voyez, donc c'est autant de facteurs combinés ou bien par un coefficient de corrélation
qui fait en sorte que aussi le financement dépend du statut de chaque personne. D'où l'importance de se formaliser. Exactement. Donc, actuellement, le Maroc, si vous voyez bien, hein, l'objectif du Maroc, c'est de sortir dans l'informel en donnant un délai. Le délai que tout le monde avait donné, c'était alors 2014. Le printemps arabe est passé en 2011, parce que si vous voyez bien en 2010, sur chaque boutique, on mettait un trait rouge pour dire à partir de ce trait, personne n'a le droit de mettre sur la rue. Donc, le boutiquier, ou bien là, il y a un trait rouge, 1 mètre devant lui, et entre lui et le boutiquier en face, personne n'avait plus le droit de mettre quelque chose. Donc, on était en train d'enlever tous les vendeurs qui attelaient devant les boutiques des gens. Avec le printemps arabe, on a laissé les choses passer. Et après, l'indice de développement a été créé vers 2012, 2014, etc., avec les marchés de proximité, etc., etc. Ça, l'objectif, c'est de l'enlever et de l'éradiquer en 2018. C'est une stratégie progressive. Exactement. On a poussé ça vers, donc, actuellement, 2024, 2025, pour te dire. Donc, il est obligatoire et nécessaire pour toute personne, hein, que ce soit étranger ou marocain, qui veut vraiment sortir de l'informel, de le faire pour le moment et de faire une transition pour c'est le maintenant ou jamais. C'est le moment ou à jamais. Hein? Voilà, c'est ça. C'est maintenant ou jamais de sortir de l'informel. Maintenant ou jamais. De sortir de l'informel pour aller vers le secteur formel. Absolument. Donc voilà, absolument. Donc je vous confirme, quand on voit l'évolution des choses au niveau des décisions étatiques qui sont en train d'être prises au Maroc, on sent qu'il y a une stratégie progressive pour sortir carrément vers l'informel. Donc, madame... Eliman, il faut noter une chose également. Alors, les Marocains, ici, eux, ce qu'ils ne peuvent pas tolérer aux Marocains, ils ne vont pas le tolérer à un étranger. Parce que, voilà, le mot d'ordre qui a été donné, c'est d'éradiquer le secteur informel. Ce n'est pas seulement pour les étrangers, y compris même les Marocains. Et pour tout le monde. Et nous sommes des étrangers, donc nous devons nous conformer aux lois en vigueur. Et au programme également qui a été tracé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Tout à fait. Donc, Madame Zakia El Yamlahi, nous avons parlé de l'auto-entrepreneur, de l'importance de se formaliser, soit se formaliser ou bien disparaître. Est-ce qu'au niveau de Takatoul, vous accompagnez les travailleurs qui sont dans l'informel pour qu'elles puissent se formaliser, pour qu'elles puissent accéder à ce statut d'auto-entrepreneur? Exactement. Le but, c'est ça. Le but, c'est de faire la transition vers, ou bien le pas vers la formalisation. Parce que ça n'a pas de sens que le migrant reste dans le secteur formel, comme vous venez de dire tout à l'heure, monsieur. Monsieur Khan, monsieur Moudou Khan. Voilà. Comme il vient de dire, c'est le moment ou jamais. Si d'ici 2024, on n'essaie pas d'aider les migrants à sortir de l'informel et aller vers le formel, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, il faut les aider à progresser, à faire des pas solides vers une intégration, parce que toute intégration est impossible s'il n'y a pas d'intégration économique. Et l'intégration économique se fait du passage du formel, de l'informel à l'économie formelle. Absolument. Sans ça, on ne peut pas parler d'une vraie intégration. Et là, les migrants, ou bien le Maroc va rester toujours un pays de transition. Tant que le migrant n'est pas bien intégré dans la société économiquement, socialement, il ne peut pas rester au Maroc. Et nous, on veut que nos frères restent avec nous parce que c'est un point fort pour le Maroc, soit économiquement, socialement. Absolument. On a beaucoup de points communs. C'est une coopération gagnant-gagnant. On a beaucoup d'intérêt à travailler ensemble. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est une coopération on fait de notre mieux pour voilà, gagnant, win-win. Absolument. Juste pour vous confirmer dans vos propos, d'après l'étude de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGM, qui est le patronat marocain, l'étude date de 2018. Le Maroc avait cité des pays exemples, des pays qui s'étaient parvenus à sortir de l'informel dans une moindre mesure. Donc, c'est comme le Chili et la Turquie qui ont pu aujourd'hui
qui ont pu aujourd'hui, voilà, comment dirais-je, sortir de l'informel. 10% aujourd'hui, 10%, 10%, 10 sur 10 ans. Sur 10 ans aujourd'hui, le Chili et la Turquie ont baissé respectivement le secteur de 10% à 20%. Donc, parmi les personnes qui étaient dans l'informel, 10% au Chili ont pu s'en sortir et 20% en Turquie. Et c'est quoi les mesures qui ont été mises en place par l'État? C'est l'allègement de la fiscalité, c'est la réduction des coûts pour la création d'entreprises, mais également la réduction du TVA. Donc, je pense que c'est important. Madame Awa Touré, à Casablanca, Madame Awa Touré, vous êtes très engagée au niveau de l'associatif. Vous accompagnez notamment les travailleurs qui sont dans l'informel, les Sénégalais et les Sénégalaises. Est-ce qu'aujourd'hui également, vous les accompagnez, vous leur donnez des conseils concernant cette formalisation ou bien l'obtention du statut auto-entrepreneur pour qu'ils ou qu'elles puissent sortir de l'informel? Alors, tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, ils ont fait le tour par rapport au sujet. Maintenant, en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le pays d'accueil déjà considère l'immigration comme un avantage et non pas un fardeau. Parce qu'aujourd'hui, voilà, donc je me dis que les personnes, les migrants, un migrant actif, c'est celui qui contribue bien sûr à l'économie nationale. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, il faut l'accompagnement. Maintenant, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, je vais répondre à votre question tout à l'heure, mais je fais juste un petit tour. Absolument. Voilà. Donc, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est vrai que moi, je félicite tout simplement l'élan, bien sûr, des organismes marocains qui font vraiment d'énormes efforts pour assister les migrants. Mais par contre, en fait, depuis des années, ils le font et je ne vois pas un grand changement. Alors, est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, parce que ça fait 4 ans, 5 ans que moi, personnellement, je suis sur le terrain et je vois ce qui se passe. Et généralement, je suis en collaboration avec des associations marocaines, des organismes également marocains. Alors, donc, eux, ils apportent leurs aides par rapport, par exemple, à des denrées alimentaires, etc. Mais bon, il faut souligner aujourd'hui, une personne, par exemple, un migrant qui n'arrive pas à s'insérer. Aujourd'hui, si par exemple, on lui donne un panier de denrées alimentaires, mais bon, il va le consommer en 15 jours et ensuite, il va se retrouver dans la précarité. Alors moi, je vise plus le système d'accompagnement et l'insertion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les migrants qui viennent, qui n'ont pas vraiment une qualification, on les encadre, des ateliers par-ci, par-là. Et là, c'est le rôle des associations, également des organismes qui sont ici au Maroc. Voilà. Donc, de ce côté-là, donc, ça va tout simplement aider la personne à s'insérer et par la suite, donc, d'être opérationnel, c'est-à-dire d'être bien sûr un avantage pour ce pays, pour le pays d'accueil. Maintenant, quand on parle de l'auto-entrepreneuriat, il faut souligner qu'aujourd'hui, la carte auto-entrepreneur, c'est une personne, c'est-à-dire qui a été formalisée, qui peut en bénéficier. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de carte de séjour, comment ces personnes-là vont faire, en fait? C'est ça le problème. Le problème, c'est que les personnes qui n'arrivent pas aujourd'hui à se retrouver ou bien à avoir une situation stable, c'est des personnes qui n'ont pas de carte de séjour. Et pour avoir une carte de séjour, il faudrait avoir un contrat de travail à la base. Maintenant, quand cette personne est formelle à ce niveau-là, elle peut se permettre, bien sûr, de voir plus, parce qu'un migrant, c'est une personne ambitieuse, on peut le dire. Parce que le fait de quitter son pays pour aller exploiter un autre pays, ça, c'est un défi. Alors, donc là, moi, je me dis que franchement, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et très sincèrement, je félicite l'extension d'accompagnement et de protection sociale que le Maroc est en train de faire pour les migrants. Mais quand même, il faut juste qu'on essaie de changer les stratégies et d'orienter tout simplement cet accompagnement pour que ça soit vraiment plus productif en fait. Alors, nous, par exemple, la plateforme que je gère, qui est la plateforme des bénévoles, c'est vrai que nous, on est très restreint côté finance. Du moment où on va dire, nos fonds viennent des personnes de très bonne volonté, également des associations et organismes marocains qui nous accompagnent. Voilà. Donc, nous, ce qu'on peut faire, généralement, c'est de sensibiliser. Et aujourd'hui, je pense qu'après même la pandémie, on a prévu de faire des actions, enfin, d'organiser des ateliers,
des formations pour tout simplement encourager l'entrepreneuriat féminin. Parce que voilà, donc c'est pas une question de féministe ou bien une question de genre, mais voilà, donc très bien, il faut tout simplement encourager et accompagner la touche la plus faible. Voilà, c'est les femmes en fait, et c'est les personnes qui sont plus exposées, on va dire. Et pour revenir tout simplement, Sembène, sur la situation actuelle de la pandémie, mais nous, les dons qu'on a pu faire, en fait, je peux vous dire qu'en fait, les 90%, ou bien les 99%, c'était des personnes qui travaillent dans le secteur informel, on va dire. Donc, ces personnes aujourd'hui sont vraiment exposées. Ces personnes sont vraiment vulnérables parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation, ils ne peuvent rien faire, en fait, par exemple, quand il y avait le confinement. Donc, voilà. Alors, moi, je me dis, en fait, que cette pandémie, il y a ses bienfaits. Hein. C'est vrai qu'on veut voir la partie catastrophique, mais par contre, il y a également une étude qui se fait derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes doivent être conscients de l'autonomisation, en fait. Donc là également, moi, je me dis que nous, je veux dire, les personnes, les associations ou bien les organismes ont une grande part de responsabilité. Et aujourd'hui, il faut que vraiment nos confrères marocains, les associations et organismes, orientent leurs aides vers un aspect beaucoup plus positif. Voilà. Donc, en revenant sur votre question, Ousmane, vous pouvez revenir sur la question. Excusez-moi, j'ai fait un peu le tour. Ok, non, je pense que vous avez répondu à la question, Madame Touré, par rapport aujourd'hui à l'accompagnement. Donc, on a compris qu'au niveau de SDL, voilà, vous accompagnez, voilà, durant le confinement, vous avez donné pas mal de denrées alimentaires grâce à des bénévoles, à 90% qui sont dans l'informel, mais également vous comptez accompagner, notamment en termes de conseils et d'accompagnement, les femmes migrantes qui sont dans les secteurs informels, au-delà même de ce confinement ou bien de cette COVID-19, on l'espère. Donc, je pense qu'on va faire un dernier tour de table avant de lever la séance. Je vais commencer avec monsieur Ali Issa Abakar. Donc, monsieur Ali Issa Abakar, pour juste entamer ce dernier tour de table au niveau de cette troisième édition du Forum de la migration et l'asile qui est organisé par l'association Takatoul Tanger Métropole. Aujourd'hui, selon vous, monsieur Issa Abakar, quelles sont les principales mesures d'accompagnement pour permettre au secteur informel de se formaliser et de bénéficier des avantages qui sont inhérents à ce statut? Ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, pour accompagner nos frères migrants de se lancer activement et aussi exercer leur activité dans le secteur formel. Maintenant, ça nécessite, les amis ont déjà parlé, parce que ceux qui ont déjà pris l'initiative de créer les et aussi de créer, par exemple, même des coopératives de sociétés, ceux qui ont déjà obtenu des résultats. Mais maintenant, le blocus se trouve à quel niveau? Maintenant, le blocus se trouve, c'est un blocus financier, se trouve au niveau du financement. Maintenant, au niveau du financement, tout ce qui concerne les organisations, certaines institutions marocaines, par exemple, Entraide Nationale, Maroc PME, ODECO, ce sont plus de partenaires techniques qui accompagnent, qui donnent les idées, qui permettent aux migrants de valoriser leurs idées. Et comment? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà des idées, mais comment valoriser, mettre en pratique cette idée pour que l'idée se transforme en une activité génératrice de revenus? C'est ça maintenant le problème. Maintenant, nous avons eu la chance, par exemple, de travailler avec, depuis 2017, comme je dis, et je remercie de passage pour tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Nous avons déjà trouvé des enveloppes qui sont consistantes, qui permettent aux migrants de se lancer dans les activités. Donc, pour le moment, ce qu'on doit faire, c'est vraiment du côté de l'État marocain, nous avons besoin de plus d'accompagnement. Plus de financement, comme l'a dit. Oui, plus d'accompagnement, surtout la société, surtout la société civile. Parce que la société civile, aujourd'hui, nous sommes
un intermédiaire entre les institutions et les migrants. Donc maintenant, pour nous, c'est d'accompagner nos migrants vraiment qu'ils changent leur situation, surtout la situation économique. Avec les partenaires, nous connaissons très bien ce qui se passe dans les différentes villes. Et maintenant, la solution est vraiment de se diriger vers les institutions, les organisations internationales opérant au Maroc dans le domaine de la migration, les ministères de la migration, les régions, comme ça, pour trouver des opportunités de financement. Et ces opportunités permettront aux migrants de travailler aisément dans le domaine des activités génératrices de revenus. Absolument, on a compris, monsieur Ali, parce que je dois gérer le temps. Cela, merci beaucoup, merci. C'est le financement. Le financement, c'est important aussi bien au niveau des ONG internationales, mais également au niveau des institutions marocaines. Tout à fait. Donc, monsieur Diakhaté, votre avis sur ça, les mesures d'accompagnement pour accélérer cette cadence vers la formalisation? Eliman, ce sera très difficile. Très difficile avec le secteur. Voilà, donc ce sera très difficile pour le secteur informel. Alors, vraiment, on va essayer, par exemple, avec différentes propositions, quand même, de voir comment on peut formaliser ce secteur-là. En tout cas, ce sera très difficile. Très difficile. Vous savez que avec les coopératives, c'est un début de solution. Mais les coopératives, c'est un début de solution, mais il n'y a pas de financement. Oui, c'est le financement qui manque. Cette situation. Mais c'est ça exactement, parce que les gens aussi, les bailleurs, ils n'ont pas de confiance envers les migrants. Parce que quelqu'un qui est là aujourd'hui, après quelques moments, et puis Maudou, il a dit quelque chose de très important. Alors, en 2014 et 2017, l'État marocain avait donné des cartes de séjour. Malheureusement, les deux campagnes de bénéficier de ces cartes. Voilà, n'ont pas pu bénéficier de ces cartes pour être formalisés. Alors, ils ont la carte et depuis le début, depuis en 2014 jusqu'à présent, ils sont toujours dans l'informel. Et ils n'essaient même pas alors d'avancer, de fournir des efforts pour être dans le formel. Donc, ça pose problème. C'est un grand problème et ça demande aussi un autre panel national ou international. Mais ce sera très difficile. Oui, absolument. Donc, on a compris votre souci, M. Diakhaté, c'est le financement. C'est ça? C'est ça. Voilà, absolument. Donc M. Bakar Ndoye, votre avis sur ça? Quelques secondes. Aujourd'hui, comment on doit accompagner les travailleurs de l'informel pour qu'ils puissent se formaliser? Oui, Ousmane, je vous salue encore. Donc, j'espère que c'est le financement. Le problème qui se pose, c'est le problème de financement. Un migrant qui travaille toujours dans les rues, pour trouver une place, une coin pour travailler, si tu donnes un financement pour ouvrir une magasin, pour ouvrir quelque chose qui améliore la vie, j'espère que ça va quitter le secteur informel pour aller formel. Donc, absolument. Le problème de financement, tout simplement. Vous avez déjà il faut financer les gens qui sont bénéficiaires de l'autre entrepreneur. Oui. Après, plus, il faut avoir une suivi. C'est très important. Mais il y a un problème majeur pour les 4 séjours. Oui, on a compris. Vous avez déjà déposé votre dossier. Il y a le financement et vous encouragez vos compatriotes. Donc, continuez sur cette lancée. Je pense qu'à ce rythme, tous les marchands ambulants auront leur carte d'auto-entrepreneur. Madame Zakia El Yamlahi, votre avis sur la question? Comment accompagner ces travailleurs de l'informel pour qu'ils migrent vers le formel? Oui. À mon avis, d'abord, en plus du financement, il faut une simplification des règles pour passer de l'informel au formel. Quand je parle de simplification des règles, Madame, est-ce que vous pouvez pousser le ton comme ça pour qu'on vous entende un peu plus fort? D'accord. Vous n'avez rien entendu? On a entendu, mais un peu. Est-ce que vous pouvez juste élever la voix? Oui, ok. J'ai dit en plus du financement, il faut simplifier les règles du passage du secteur informel au secteur formel, au niveau administratif, au niveau fiscal. Je retiens bien ce que vous avez dit. La création d'entreprises, oui. Tout à fait. Exactement. Je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure du Chili et de la Turquie. Ils ont, voilà, c'est ça le chemin qu'ils ont suivi pour sortir de l'informel.
Ok. Alors, on n'a que suivre les traces des autres qui ont Absolument. réussi ce passage pour réussir. Voilà. Voilà. Et, C'est des cas d'école. Oui, allez-y. tout à fait. Et pour moi, comme je le dis toujours, pour avoir ces facilités, il faut d'abord une volonté politique très élevée. Sans cette volonté, on ne peut pas y arriver. C'est clair. Voilà, c'est mon... La volonté politique, c'est elle qui chapeaute tout. Sans volonté politique, on peut aller nulle part. Parce qu'il y a des questions qui transcendent même la compétence des ONG, des associations. C'est la volonté politique qui agit et c'est elle qui chapeaute. C'est elle qui guide tout le monde. On peut bien avoir la perception, on peut avoir les intentions, les meilleures intentions au monde. Sans volonté politique, on n'avancera pas. Donc, je pense que le message est clair. On Madame Awa Touré, que le message est passé. Absolument. Madame Touré, votre avis sur la question. Bon, moi, je trouve que la solution aujourd'hui, c'est une collaboration. Collaboration, c'est-à-dire qu'il faut que les associations... Désolé, Madame Touré. Monsieur Ndoye et Madame Yazakia, est-ce que si vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît? Voilà, Madame Touré, allez-y. Voilà, donc je disais qu'en fait, je pense que la chose la plus urgente, en fait, c'est une collaboration entre les associations subsahariennes et les associations marocaines ainsi que les organismes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis que si on avait, par exemple, un centre d'accueil pour ces migrants qui viennent d'arriver, alors ces personnes, on pourrait identifier tout simplement leurs qualifications pour pouvoir les orienter et les insérer dans la société. Donc ça également, il faut que les associations apprennent à jouer leur rôle. Parce que je vois en fait une démission à ce niveau-là. Parce que voilà, donc aujourd'hui, si vous descendez sur le terrain et que vous voyez par exemple des migrants qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas d'insertion, en fait, je me dis que c'est des personnes qui sont abandonnées, qui sont perdues. Et généralement, c'est ce qui fait recours, en fait, qu'ils partent pour prendre les bateaux pour aller à l'étranger. Maintenant, imaginez par exemple les personnes qui ont eu une stabilité ici. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que tout se joue en Afrique. Si aujourd'hui la personne arrive à avoir une stabilité, mais c'est forcément cette personne va développer ses compétences afin de contribuer techniquement à l'économie de ce pays-là. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut une réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'associations subsahariennes ici au Maroc. Il faut que ces associations apprennent à travailler ensemble pour pouvoir tout simplement trouver une solution adéquate afin de pouvoir tout simplement encadrer ces personnes-là. Oui, c'est important. C'est la seule solution. C'est important ce travail, cette coordination, notamment pour la formation. Aujourd'hui au Maroc, on a vu l'expérience avec l'OFPPT. Voilà, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas le bac, mais qui n'ont pas le diplôme du collège, qui sont formés à des métiers. Donc, ces gens sont opérationnels, ils ont des compétences, ils peuvent intégrer le marché d'emploi. Il faut aussi souligner l'initiative de l'entraide nationale au Maroc, qui a mis en place des initiatives très importantes, qui aujourd'hui forment des centaines de subsahariens à des métiers, voilà, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau aujourd'hui de la conception, la peinture, et qui les forment une fois opérationnels. Ces gens peuvent accéder à des emplois. Donc, l'entraide nationale, qui est une grande initiative au niveau du Maroc, qui forme également des subsahariens à ces métiers. Donc, je l'ai découvert il y a de cela quelques mois, et je vois qu'ils font pas mal de bonnes choses. Donc, c'est des actions à encourager. Tout à fait. Juste pour confirmer vos propos, Madame Touré. Monsieur Khan, votre dernier mot en quelques secondes avant de donner la parole à Youssou, parce que là, le timing est... Oui, Eliman, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, vous, personnellement, pour votre implication au niveau de la société ou de la communauté, et de remercier ma sœur, Eva Touré, également, que tu connais les actions qu'ils sont en train de mener, sans oublier M. Diakhaté, mon collègue, Youssou Mbaye, et l'ensemble des représentants du consulat du Sénégal dans les régions du Maroc, ainsi que l'association Takatoul. Pour moi, j'ai dit à Youssou en le taquinant, c'est maintenant qu'il a commencé à taquer, quoi, parce qu'il l'a appelé Takatoul. Il a commencé à taquer. Voilà, je remercie M. Ali, je remercie tous les intervenants. Alors, d'une manière ramassée, Eliman, il faut noter que c'est à nous de jouer le rôle, de jouer le jeu. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneuriat, j'ai dit oui, c'est bon, mais l'auto-entrepreneuriat ne permettra pas de recruter d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'encourage d'aller vers
la formation des SRL, des sociétés. Si on crée, par exemple, 10 sociétés composées de 20 actionnaires ou bien de 20 associés, ça fera 200 personnes. On emploie 5 personnes, ça fera 300 personnes. Et là, le problème que nous vivons actuellement, qui est l'actualité, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs informels qui n'ont plus leur carte de séjour qui est actuellement valable. Donc, il faut créer un cadre pour leur permettre déjà d'aller vers le secteur formel. Donc, il faudrait que quand même on puisse créer des entreprises, les regrouper pour également aider d'autres qui sont en situation régulière d'avoir leur carte de séjour, parce que la carte de séjour, c'est comme un domaine de définition, domaine de définition. Alors, il faut obligatoirement l'avoir avant d'être régulière. C'est-à-dire qu'il faut être régulière avant d'être formel. Donc, c'est là où notre combat doit être porté pour le moment, c'est-à-dire aider et accompagner les migrants donc, qui ont leur carte de séjour, que peut-être qui n'est plus valable actuellement, à obtenir des cartes de séjour, afin maintenant, je pense que cette fois-ci, ils vont bien comprendre d'aller vers le secteur formel. Je pense que donc c'est ça qu'il faut faire. Après, comme Youssou l'a si bien dit, il faut les encadrer, il faut les accompagner pour que eux également, demain, ils peuvent recevoir d'autres, les accompagner, ainsi de suite. Donc, je pense qu'également, je salue beaucoup l'association qui vraiment donc, a mis cette réunion aujourd'hui. Et puis, remercie tous les participants, à cette plateforme. Merci beaucoup. Donc, le message est clair. Former, faciliter l'obtention de la carte séjour. Donc, je pense que c'est important. Dernier tour de table avec Youssou Mbaye. Youssou, en quelques secondes. Youssou, si tu peux activer le micro, oui. Bon, Eliman, moi, je vais juste un seul mot. Je vais juste dire que l'entrepreneuriat aussi, il faut que les médias se préparent à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une question de mindset. Si on n'a pas le bon mindset, on ne va pas y arriver aussi. C'est-à-dire, quel que soit quels que soient les moyens et les ressources qu'on puisse déployer, si les migrants n'ont pas ce mindset-là, ils vont pas y arriver, on ne va pas y arriver. Il faut avoir des prérequis, c'est ça, des prérequis. Voilà, c'est ça. Et comme pour rappeler Sénèque qui dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'entrepreneuriat aussi, les gens prennent ça comme une alternative, comme un tremplin, mais ce n'est pas une sinécure. Une vocation. Voilà, ça doit être une vocation parce que déjà, pour un entrepreneur, pour atteindre une vitesse de croisière, il te faut minimum 5 ans. Voilà, donc il faut se préparer. Voilà, pour moi, il faut faire un travail psychologique sur l'entrepreneuriat, essayer de renforcer les mindsets, avoir le bon mindset et tout cela, avant maintenant de promouvoir l'entrepreneur. Parce que sans un bon mindset, on ne va pas y arriver. Absolument, mindset, tu as tout dit, c'est question de mindset. C'est ça, voilà. c'est ça le système anglophone, mindset, sinon c'est dans les mentalités. Mais tout ça, Youssouf, je pense que ça entre dans le cadre de la formation. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la formation, quand on va les former aux techniques, aux différents métiers, ce sera aussi l'occasion de leur apprendre le entrepreneurship spirit. Donc aujourd'hui, l'esprit entrepreneurial, quel est l'esprit entrepreneurial, quel est l'avantage, quel est le mindset, ça doit être une vocation, etc. Donc c'est les prérequis qu'on va leur inculquer avant de les initier au métier. Je pense que le timing est out. On arrive à la fin de cet intéressant échange. On peut rester, on peut continuer jusqu'à demain, jusqu'à X-Time, tellement le débat est intéressant, tellement c'est une question d'actualité. En tout cas, je remercie moi aussi l'association Takatoul Associatif Tanger Métropole pour l'invitation à modérer ce panel également, mais également à Youssou Mbaye qui fait partie de l'organisation, à tous mes participants. Donc, je rappelle que c'était la 3e édition du Forum régional pour la migration et l'asile qui était placée sous le thème stratégie et politique d'accompagnement pour les migrants du secteur informel. Nous avions comme invité Madame Zakia Eliamlahi, qui est la coordonnatrice du comité migration asile de Takatoul Associatif Tanger Métropole. Nous étions également avec Madame Awa Touré, qui est la présidente de la plateforme des bénévoles des Sénégalais du Maroc, avec aussi M. Ali Issa Abakar, qui est secrétaire général de l'Organisation des jeunes africains, plus connu sous l'acronyme OJA, M. Moudoukan, qui est le représentant du Conseil général du Sénégal à Fès,
mais également qui est homme d'affaires, qui détient sa société au niveau de Fès. Nous étions avec M. Cheikhou Sidi Lamine Diakhaté, qui est le président de l'association des immigrants des provinces du Sud à Laayoune. Si Alal, le président de Takatoul, Si Alal. Oui, j'ai pas oublié. Alal, est-ce que vous pouvez faire un zoom sur ma caméra pour qu'on me voit bien? Parce que donc nous sommes également avec M. Youssou Mbaye. Youssou Mbaye qui a plusieurs casquettes, mais qui est surtout au niveau de l'association de lutte contre le sida, section Tanger, mais également le point migration au niveau de l'ALCS au niveau national. Également avec nous, M. Bakar Ndoye, qui est le président de l'association des Sénégalais de Tétouan, mais aussi membre de l'association Union fait la force. Il est le représentant à Tanger. Donc, le meilleur pour la fin. Nous vivons nos vies également à monsieur Si Kandoussi, également pour la belle coordination lors de ce webinaire. Et nous vous réitérons également nos félicitations pour cette belle initiative et sommes impatients de vous retrouver pour la 4e édition, Inch'Allah. Et on espère d'ici là que le Covid-19 disparaîtra. Nous vous rappelons également les gestes barrières, désinfection, distanciation sociale et port du masque pour lutter contre la pandémie. Merci, chers panélistes. Et les choses à vous, nuit paisible. Monsieur Eliman. Bye bye.